Donc voilà, ça nous donne toute l'histoire de la présence des Allemands. Ils seront partis avant l'île Jourdain, hein, ils font partie de ceux qui partent, et les 14 bâtiments vont être occupés plus ou moins bien par les FFI de passage. Hein. Il y a même dans la salle des témoins qui se souviennent de les avoir vus. Alors comme anecdote, parmi ces FFI se trouve un personnage qu'il a raconté par la suite, c'est le chanteur Philippe Clay, qui avait été replié dans la région avec ses parents, qui s'était engagé à 16 ans, très jeune, lui aussi, vous voyez, dans le maquis, il y avait de très jeunes enfants. Philippe Clay s'était engagé et il va loger, le raconter plus tard, dans les baraquements de Condom. Hein. Ça va servir donc au FFI d'une façon tout à fait irrégulière. Il y en a quelquefois beaucoup, d'autres fois c'est à moitié vide, quand ils sont sur le front de Royan ou quand ils partent ailleurs, mais ils en font une certaine base de repos ou de délassement. Quelques condomois, dont certains sont dans la salle, se souviennent que jeunes gens, eh bien, ils allaient dans un de ces baraquements festoyer, fêter un peu ce dont nous étions complètement privés. J'en vois même un qui a le sourire. Ils allaient danser, c'était interdit, mais ils allaient danser dans ces baraquements et ils s'étaient appelés la croisade du vin pur. La croisade du vin pur, donc groupe encore à Condom quelques témoins qui ont dansé soit dans l'infirmerie, soit dans un des baraquements de Thèse. Pardon, monsieur, oui. Vous parlez des Allemands là, mais c'était des gens de la jeunesse terrienne. Oui, c'était. Ils étaient mauvais, c'est vrai. Oui. C'était plutôt de la formation de la Wehrmacht. Hein. C'était pas. Oui, mais ils sont passés de la Wehrmacht. C'est pas la Wehrmacht. La formation initiale, c'était des gestes terriens. Nous étions morts de trouille, j'avais 18 ans ou 20 ans, ma femme à peu près. Nous étions morts de trouille, mais c'était surtout par l'action des autres corps qui traversaient la région et qui faisaient des inactions, des crimes terribles. Sur Condom, je ne crois pas qu'il y ait eu de crimes marqués. Merci, M. Faget. Je vais donner la parole au président qui va nous parler donc de Montestruc, après donc Mauvesin, Condom, Masseb. Nous parlerons après de l'île Jourdain. Oui. Nous essayons de focaliser les cités qui ont eu un accueil un petit peu remarquable, si on peut dire. Nous avons vu Masseb, un camp, c'est le seul qui est le titre de camp. Alors pour Montestruc, c'est pas exactement un camp, mais on va y avoir des militaires. Donc Montestruc, c'est un camp, enfin la cité est vaste, elle peut avoir 600 personnes. Dès le début, en l'été 40, un peu comme toutes les réfugiés, dans ce cas de Montestruc, ce sont des enfants de la région parisienne qui sont mis là pour ne pas subir les éventuels bombardements lors de l'arrivée des Allemands. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin, ils y passent l'été 40. Puis ensuite, pendant quelques mois, le camp est plus ou moins utilisé. Et il faut savoir que nous avons à côté, avec Fleurance, ce que l'on appelle un GTE, un groupement de travailleurs étrangers. Ces groupements ont été créés pour utiliser la main-d'œuvre étrangère, et notamment, pour le cas de Florence, la main-d'œuvre étrangère espagnole. Hein, ce sont essentiellement des Espagnols, mais il y aura des Allemands d'origine juive, enfin des Juifs, il y aura donc plusieurs nationalités. Mais au départ, après avoir accueilli les réfugiés, Montestruc devient l'annexe d'un GTE, du GTE de Florence, et il va être donc organisé comme ce GTE de Florence, c'est-à-dire que les étrangers viennent s'inscrire, on leur donne du travail dans les fermes, ils sont surveillés, ils doivent venir montrer patte blanche tous les jours, hein, et ils sont envoyés ensuite dans les fermes à Montestruc, qui vont quand même résider à l'intérieur de la cité d'accueil. Puis,
on va avoir un phénomène nouveau, c'est la démobilisation de l'armée polonaise. Bien, vous allez dire, la Pologne est loin, mais il faut savoir que la France avait beaucoup de Polonais. Après la guerre de 14-18, des millions de Polonais sont venus en France, notamment dans le Nord, pour les mines et tout ça, et ils sont excessivement patriotes. Et lorsque la France déclare la guerre contre la Pologne, ça veut dire, puisque l'annexion par l'Allemagne de la Pologne est le déclic, vous avez une partie aussi des Polonais qui vont fuir leur pays, et par la Roumanie et par les Balkans, revenir en France. Ce qui fait que va se constituer, au cours de ce qu'on appelle le drôle de guerre, une armée polonaise en France très forte, 80 000 hommes. Il n'y a pas loin de 80 000 hommes qui vont être regroupés. Lors de l'attaque allemande, il y en a un tiers qui va partir avec les Anglais dans les îles britanniques. Vous en avez un tiers qui va combattre très durement, et l'autre tiers qui est en formation en Côte-Quidam, eh bien, va venir vers le sud. Donc, après la débâcle, après l'armistice, cette armée polonaise va être démobilisée. Eh bien, le hasard veut que le centre démobilisateur de l'armée polonaise côté français, c'est ici, c'est là derrière nous, ou devant vous, c'est la caserne Lannes, c'est là qu'ils vont être démobilisés et ils vont être envoyés en attendant au camp de Montestruc, où ils ont un statut de semi-liberté. Semi-liberté ou même de liberté. Mais alors, ils inquiètent un petit peu les autorités, qui sont, vous savez, la police veille, il y a toujours des... C'est l'époque où on surveille beaucoup. Bien, pourquoi on est inquiet? Bien, parce qu'ils s'en vont. Ils quittent le lieu, et puis il y en a beaucoup qui vont en Espagne. Et ça veut dire l'Espagne, l'Angleterre. Donc il y a toute une enquête, c'est comme ça qu'on connaît assez bien ce camp, parce qu'il y a eu des enquêtes qui sont... il y a un médecin-chef qui est envoyé, parce qu'il y a des poux, il y en a qui ont aussi la syphilis, enfin bon, il y a toute une quantité de maladies. On leur ouvre un baraquement est destiné à un centre franco-polonais, où ils vont apprendre la langue, ils ont un aumônier polonais, ils ont des docteurs, ils ont un dentiste. Donc c'est une organisation assez lourde, hein, avec des chefs de camp, mais lorsqu'on demande est-ce qu'il faut y mettre des soldats, est-ce qu'il faut fermer, non, ils sont libres, mais ils ne doivent pas quitter, ils doivent aller dans des fermes travailler ou chez des amis. Voilà, donc voilà la grande originalité de ce camp de Montestruc pendant à peu près 2 ans. Et ensuite, autre arrivée, alors qu'il n'y aura plus de Polonais, ils auront rejoint leur famille ou autre, arrivent alors là des Russes blancs. L'Allemagne a attaqué, vous le savez, l'URSS, donc l'opération Barbarossa, et une grande partie des Slaves qui se trouvent à l'Est vont être soit liquidés par l'armée, soit une partie vont venir en France. Donc vous avez ces Russes blancs qui arrivent par la gare, et un des témoins m'a dit se souvenir de l'arrivée par un train de Russes blancs avec des bottes en cuir. Ils avaient leur famille souvent, beaucoup d'enfants et de femmes, et l'instituteur de l'époque de Montestruc avait amené ses enfants à l'arrivée du train en leur disant « Voyez mes enfants, hein, les horreurs que la guerre peut produire ». Donc ça c'était aux alentours de l'année 43. Donc ils vont rester là prisonniers, puisque le Vichy s'est calqué sur l'Allemagne pour traiter les Russes comme étant des ennemis. Ils vont être prisonniers. Puis ensuite ils vont être libérés au moment où le Gers est libéré, c'est-à-dire en août 44. Et là, bon, libérés très bien, mais ils n'ont rien à manger. Ce qui fait que ces centaines, ils sont quelques centaines, 150 peut-être 200, ils vont aller chaparder un petit peu de nourriture par-ci par-là, ce qui fait que les populations voisines ne sont pas du tout heureuses. Ils vont manifester devant la préfecture, etc., pour demander à manger. Donc voilà un petit peu ils vont être bien, ensuite rapatriés au cours de l'année 45. Enfin, vous voyez, il faut attendre que l'Europe soit en paix pour que... voilà, c'est pour Montestruc. Oui, alors, parmi les Polonais,
On va les retrouver dans la campagne d'Italie, à la 4e division marocaine de montagne. Oui, allez-y. Ils ont rejoint le corps expéditionnaire d'Italie en 1943-44 et ils étaient dans la 4e division marocaine de montagne. J'avais le frère de mon père qui était chef d'état-major de la 44, cette fameuse division. Ils ont participé au combat. Alors, pour l'île Jourdain, oui. Alors, oui, l'île Jourdain, Gimont. Voilà. Bon, l'île Jourdain, allez. Merci.